On fait ou pas? Je lance l'enregistrement, c'est parti. Si tu veux, je peux te la lancer. On y va? Mhm. Allez. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Aviram, on Très t'entend. bien. Oui, Donc, Aviram, parfait. bienvenue tout le monde pour l'émission de partage de mercredi. Aujourd'hui, c'est le 9 octobre. Le titre de cette séance sera le retour de la première conférence à Vienne, qui était le contenu principal du Knowledge Seeker Workshop jeudi passé. Ah, vous avez remarqué, il n'y a pas de logo. Il n'y a pas de référence à aucun autre site. Yippee! Alors, dans cette émission, on a comme toujours un apéro polito-sociologique, on peut dire. Un retour sur les essais de la Chine plutôt dans l'agriculture. Une nouvelle qui concerne la Fondation Cash Manufacture Arizona. Et une annonce qui peut être très, 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 très importante et jouissive pour nous tous qui travaillons, comme M. Kesh dit, dans le background, sans être trop vus. Après ça, les thèmes plus importants peut-être, ou pas, c'est le retour de la première conférence à Vienne. C'est le plus grand morceau. Après, un article ou une capsule sur la méditation, c'est Carolina qui a parlé dans le Knowledge, dans le One Nation, One World de ça. Et je trouve j'ai sauté sur l'occasion parce que je trouve que c'est un thème très important pour le trajet vers notre âme. Et la dernière capsule, la vitesse de la pensée. Et là, ça va être très magique. Donc, l'apéritif. Monsieur Kesh a partagé par rapport aux essais en Chine de l'agriculture qu'ils ont fait beaucoup plus de tests avec beaucoup plus grand nombre de porcs qui étaient infectés par la peste porcine ou la fièvre porcine qui commence à appeler aussi. C'est une épidémie qui est très sévère parce que tous les animaux meurent et le taux de partage est vraiment épidémique. Et ça a commencé en Afrique et ça a rapidement fait le tour du globe. Je ne sais pas si c'est rentré sur le continent américain, mais c'est certainement toute l'Asie, l'Europe et tout ça. À part, ils ont fait des essais avec le GANS pour augmenter les récoltes en même temps diminuant l'apport des fertilisants, surtout chimiques, donc moins de charge environnementale par l'agriculture. Ça donne un résultat qui est pas normal, dans le sens, quand on dit j'augmente la récolte, la quantité de la récolte, et je dis en même temps je diminue les dépenses et en même temps j'augmente la qualité des produits que je fais pousser, ça normalement ça se fait pas. C'est ou un autre. Mais dans le monde du plasma, beaucoup de choses changent. Donc, c'est possible d'augmenter
la récolte de ce qu'il a dit 6 fois avant les oiseaux et 3 fois après les oiseaux. Les oiseaux, c'est une histoire très drôle un peu, mais aussi très significative parce que les cultivateurs qui participent à ces essais-là, ils ont vu, waouh, la quantité de graines qui poussent dans mon champ, c'est énorme. Et tout à coup arrive aussi beaucoup, énorme quantité d'oiseaux qui voulaient aussi manger les graines qui sont produites maintenant vraiment en profusion. Et ils n'étaient pas contents des oiseaux parce qu'ils ne peuvent pas penser à l'intérieur du principe universel qui dit on fait tous pour le bien de tout. Et si un cultivateur pousse beaucoup de plus de maïs ou de blé ou de riz, c'est aussi bon, c'est bon pour les êtres humains qui mangent encore matériel, mais c'est aussi très bon pour les oiseaux qui mangent aussi ça. Donc, dans le principe universel, quand j'augmente une récolte gravement, on peut dire, ça va faire que les autres participants à la même sphère écologique, ils vont en participer aussi et c'est très bon. Et là, lui, il a dit, M. Kirsch a répondu à ses fermiers quand ils se sont plaints, de quoi vous plaignez? Pesez votre récolte après les oiseaux ont passé. Et là, ils ont fait ça et c'était encore 3 fois. Et là, il a dit, est-ce que vous êtes greedy, avare, ou vous ne pouvez pas vous réjouir? Vous avez 3 fois la récolte normale. Wow! Ça, c'était l'agriculture. Pour le Kirsch Manufacturing Arizona, M. Kirsch a annoncé que ça sera lieu pour le développement du spaceship. On ne sait peut-être pas exactement quel spaceship, mais parce que dans les groupes qui œuvrent sous le parasol de la Fondation Kirsch, Arizona est le plus avancé dans la technologie spatiale. Donc, il a invité des membres de la NASA, c'est l'Agence spatiale des États-Unis, et l'Agence spatiale iranienne de collaborer en Arizona pour le développement des spaceships, évidemment sous la guidance de la KFSSI, de la Kirsch Foundation Spaceship Institute. Parce que ne faut pas même ou surtout pour le vaisseau spatial, il ne faut pas oublier le principe universel que nous sommes ici pour servir. Sinon, on ne peut pas apparaître dans l'espace à l'extérieur de notre atmosphère, admettons. Après, M. Kirsch a annoncé ce qu'il a déjà annoncé. Vous vous rappelez, le mercredi passé, il nous a donné l'honneur d'une visite avec toute sa famille, on peut dire, et les amis. C'était très fun, je trouvais ça. J'aime ça plus souvent. Il a parlé déjà il y a plus qu'1 an qu'il voudrait faire quelque chose pour les petits producteurs. Depuis que la fondation ou M. Kirsch lui-même a partagé la technologie du plasma, il y a plein de gens, dont nous aussi, qui avaient envie de produire ça pour, de cette manière, aider de répartir la technologie, mais aussi d'expérimenter parce que tu fais un magraphe et là, tu as une idée ou tu fais des patchs ou des stylos de douleur et là, tu as plein d'idées et
quand vous avez observé ça sur Facebook, par exemple, il y a aujourd'hui encore plein de gens qui font évoluer le paint pen original avec des cristaux, avec différentes sortes de guns, avec whatever, on peut dire. Et c'est un signe que cette technologie chatouille beaucoup notre créativité et elle s'exprime comme ça. Et il y a de l'autre côté, sous un aspect plus sérieux, financier, aussi longtemps qu'on vit dans des maisons qui sont bâties en matière et aussi longtemps qu'on mange la matière et on doit se déplacer par les avions, on a besoin de sous. Et si on fait des enseignements ou on fait beaucoup de bénévolat, admettons, ça prend quand même une source de revenus si on n'est pas retraité. Et comme ça, il y a plein de gens qui se font vivre par la vente des produits. Et c'était toujours un peu un conflit entre cash manufacturing officiel et toute cette zone grise de produits. On ne sait pas s'ils ont vraiment bien fait. Est-ce qu'ils ils sont conformes aux normes établies par la Fondation Cash? Est-ce que comme M. Cash, par exemple, dans les 3 mois passés, il a beaucoup changé les markups encore une fois. Il a dit, et c'est très logique, que la bobine extérieure, c'est la gravitationnelle, et la bobine intérieure, c'est la magnétique, c'était le contraire d'avant. Et ça change toutes les connexions, comment les bobines sont connectées. Et est-ce que les producteurs reflètent ça? C'est important, je trouve, parce que c'est un avancement de la technologie. Il faudrait que les produits reflètent ça. Donc, pour tout ça, M. Cash, il a dit, la dernière fois, j'étais vraiment ébloui de cette gentillesse qu'il a dit, j'oublie jamais les petits producteurs et j'aimerais aussi qu'eux peuvent en profiter. Donc, du mouvement. Donc, il va faire, avec la Cash Foundation Global, il va créer une plateforme de commerce électronique. Cette plateforme est en train de se faire fabriquer en Chine et elle va être lancée, supposée, en janvier. Ça va fonctionner un peu comme Amazon. Vous savez peut-être que Amazon vend des produits sous leur parapluie, mais ils vendent aussi des produits d'autres comme eBay. Et de cette façon, vous pouvez, ou nous, tous ceux qui veulent produire, peuvent participer à utiliser cette plateforme aussi. Mais cette plateforme, ce que M. Cash n'a pas dit, mais ça va être ça juste par le fait que c'est une plateforme, cette plateforme est mondiale. Ça va être au même temps un réseau épouvantable de tous les gens connectés au plasma. Parce que si elle est bien faite, idéalement, ça serait que, admettons, Joël produit lui-même. Une amie à Ursula qui habite à Bordeaux ou à Montpellier, elle a besoin elle voudrait avoir une antenne de santé, un paint pen. Et là, elle va sur la plateforme, elle s'inscrit, la plateforme sait tout de suite, oh, elle est à Montpellier, et là, je vais chercher qui fabrique dans la distance la plus courte ce qu'elle cherche. Et elle va trouver peut-être Joël. Et là, la plateforme va envoyer la commande à Joël. Joël comble la commande, laisse un pourcentage à la plateforme. Tout le monde est content et c'est rapide. Ça, c'est aussi commerce. Mais admettons quelque chose arrive comme un tremblement de terre comme en Italie à l'époque. Ça peut aussi arriver en Angleterre ou un tsunami en, je ne sais pas, Irlande. À ce moment-là, la même plateforme peut être une plateforme pour très rapidement
dispatcher l'aide et aussi pour aider la communication. Donc, ça peut être un réseau plasmatique magnifique qui va être opéré sur le niveau matériel, bien sûr, et en même temps, on va quand même évaluer notre puissance de l'âme et à un moment donné, on n'a plus besoin de plateforme matérielle. Avez-vous des questions ou commentaires pour cette première partie? Moi, je pense qu'on va vers une grande évolution, hein. Franchement, OK. quand M. D'accord. Cage dit ça, c'est extraordinaire, hein. Mhm. Surtout pour OK. la plateforme de plasma, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. En dehors du reste, là, c'est la connexion qu'il y aura, quoi. Ça va être fabuleux, ça, hein. Mhm. OK. OK, je poursuis avec le retour sur la première conférence à Vienne. Elle était le 27, 28, 29 septembre. Un mois plus tard, c'est-à-dire fin octobre, va avoir la prochaine qui va être à Mexico City. Monsieur Kesh a donné un feedback très encourageant en disant que le résultat de cette conférence était mieux qu'il le pensait lui-même. Donc, ça, c'est très bon. Son but principal était de, si on veut, jumeler les Knowledge Seeker Workshops qui étaient participants avec les diplomates qui étaient participants. Pourquoi? Parce que les knowledge seekers, ça peut être des réservoirs ou des avatars de connaissances qui, quand ils font en contact avec un diplomate, peuvent être le point de ressource toujours disponible pour ces diplomates-là. Et les diplomates, M. Kesh nous a expliqué ça, c'est des professionnels qui ont, par leur profession ou par leur statut, un lien très direct au niveau supérieur du gouvernement. Donc, là, si cette conférence semble avoir instauré ces liens-là, il y avait probablement des knowledge seekers qui sont devenus amis avec des diplomates et se parlent plus souvent et les diplomates, ils ont participé aussi et ils ont vu l'unité d'amélioration universelle que je vais vous décrire un peu plus tard. Ils l'ont essayé. Ils vont maintenant partager tout ce qui est dit autour de ça à leur gouvernement. Et pour le gouvernement, on n'a pas à ce moment-là de passer en bas avec un sous-ministre, après un ministre, s'il a le temps ou pas le temps. Et après, on monte et on monte. Et là, il y a des élections et le gouvernement change et c'est le départ. Non, 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 non. Ça va comme ça. C'est aussi un avantage. Les diplomates ne changent pas quand le gouvernement, quand les élus changent. C'est des fonctions. Hein? Aviron, Oui. bonsoir. Je m'excuse que je vous interromps parce que il y a un changement sur notre website que Mexico a changé. Et ça va passer en mois de février parce que le gouvernement eux-mêmes, il en a demandé de ne pas le faire si tôt parce que le nouvel gouvernement a justement pris son place. Sur le moment que nous on arrive, ça va être justement 2 semaines de nouveau gouvernement et ils ne sont pas prêts pour prendre la position correcte et suffisante avec nous. Comme ça, il en a demandé de changer la date au février. Ça va être déjà sur notre... C'est déjà annoncé sur notre website. Ah, OK. Il y a un changement et ça peut arriver encore
Comme ça, regardez bien les dates sur les annoncements pour les conférences parce que ça peut que ça change de request de le gouvernement eux-mêmes. Ouais. Ça, vous êtes bien informés que les gens ne pensent pas que c'est Mexico premier, mais c'est pas juste. Mhm. D'accord. Donc, Et parce que c'est... Mexico qu'en France n'est pas en conjonction avec le gouvernement. OK, très bien. OK? Oui, Je te dérange parce que sera mieux que je vous coupe maintenant et donne le bien information que j'attends que les gens ne le prennent pas juste. C'est pas oui, votre faute parce que c'est annoncé justement très récente. Merci. oui. Plaisir. Merci pour ta contribution. Ça nous dit en fait que le milieu est volatile un peu et faudrait regarder souvent, vérifier les dates pour être au courant. Donc, j'ai dit que les diplomates, oui, sont des fonctionnaires, donc des liens, quand la Fondation Cash a fait des liens avec les diplomates, l'accès au gouvernement est établi, même si le gouvernement change. Ça peut juste donner peut-être plus ou moins de délais comme avec Mexique, mais ça ne change pas le principe. Il a annoncé que dans les prochaines années, la Fondation Kirsch projette de collaborer avec 70 à 80 gouvernements et ce développement doit se faire lentement. Pourquoi? Parce que ça prend que les amis qui travaillent à l'intérieur de la Fondation Kirsch, dans les conseils, dans le support, et les knowledge seekers tout court qui participent aux conférences doivent apprendre comment devenir familiers comment les diplomates parlent, communiquent et comment ça se passe sur ce niveau de haute diplomatie. Et c'est aussi, c'est bon que ce soit un peu lent parce que ça, pour beaucoup de gouvernements, c'est aussi un énorme défi de, comme on dit en anglais, to wrap your mind around the news, d'essayer de vraiment comprendre et de garder une ouverture pour ces développements dans la science du plasma qui sont des fois vraiment drastiques, comme on a dit déjà avec les résultats en Chine dans l'agriculture, par exemple. Dans la conférence à Vienne, l'emphase était sur la santé. Donc, ce qui était présenté, c'est une unité universelle d'amélioration que vous voyez sur l'image. Dans la vidéo, vous voyez que la partie arrière, en arrière du siège, elle ouvre et ferme la capsule dans laquelle se trouve le patient, si on veut. Et cette technologie est très, très particulière. Avira, Oui. je peux demander qu'est-ce qu'est la photo à la gauche? Oh, ça, c'est une voiture explosée. Je veux parler après. Je pris cette photo pour pour faire voir, je peux le dire maintenant, l'unité universelle d'amélioration. Si vous la voyez, elle est super simple. Il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. Il n'y a pas beaucoup de composants mécaniques. Tandis que une technologie conventionnelle comme une voiture, ça c'est une Mercedes, elle, quand on la regarde une image explosée, c'est-à-dire ça montre toutes les parties de ce bidule-là et c'est hyper complexe et toutes les choses bougent, donc c'est très fragile que ça brise et c'est pas très
facile à manier non plus par rapport à une unité universelle. Par exemple, avec ces deux images, je veux dire que cette nouvelle technologie, elle nous demande une ouverture, une vraiment grande ouverture et un changement de paradigme. Parce que pour le moment, dans la technologie conventionnelle avec les voitures et tout ça, c'est très complexe et une fois une machine roule, c'est l'homme qui court après la machine parce qu'il a besoin de faire les clignotants, l'accélération, le frein, l'embrayage, les portes fermées, les portes ouvertes, le climat, la température, les lumières. Tout ça, il doit faire tous lui, le monsieur qui veut chauffer la voiture. Tandis que dans la nouvelle technologie présentée par l'unité universelle d'amélioration, cette unité-là, elle travaille sur le niveau de l'âme, ce que j'ai compris, c'est-à-dire l'unité même, elle reconnaît notre situation. Pourquoi on va se présenter dans cette capsule de unité universelle? Elle va détecter notre condition physique, elle va détecter aussi notre condition psychologique et aussi notre condition d'âme et fait après un traitement basé sur ces informations-là. Donc, nous, comme personnes ou patients qui utilisent cette machine, entre guillemets, c'est un être vivant, évidemment, parce que ça a une âme, on n'a rien à faire. Tandis que quand on veut conduire une voiture, on est busy all the time et on n'a pas le temps de méditer pendant qu'on conduit une voiture. Sinon, on a développé cette capacité-là. Les gens, cette technologie, elle était présentée à tout le monde maintenant au début parce que c'est la première étape de la technologie spatiale. Et dans cette première étape, M. Kesh trouve ça très important que les êtres humains qui vont s'embarquer dans les voyages spatials après peuvent avoir la confiance que leur vie physique sera soutenue pendant le voyage. Donc, pour sécuriser les pilotes et les autres qui vont dans ces vaisseaux aussi. Normalement, dans la conférence, le temps maximal, M. Kesh a dit d'utiliser cette capsule, c'est 3 fois par jour, 30 minutes, maximal. Pendant la conférence, tous les participants... Non, non, c'était 15 minutes. Oui, dans la conférence, c'était 15 minutes. Oui, et normalement, dans cette nouvelle Unity, c'est aussi 15 minutes. D'accord. Mais je ne connais pas le mot en français. Comment on dit ça? Oh. Mais dis-le en anglais. I can ask you, I can ask you in English. The womb of a mother. Yes, la matrice de la maman. Oui. Cette capsule est une réplication d'une matrice. C'est ça. OK. Et demain matin, je vous inspire que vous venez de demain teaching de M. Kesh parce que ça va être très, très, très beau et très important. J'ai déjà annoncé dans mes classes et les classes privates et aussi à mardi, j'ai annoncé aussi dans la plateforme publique, s'il vous plaît, être présente et traduire
si vite possible qu'est-ce qui se passe jeudi demain matin dans les présentations de M. Kesh. Je vous remercie. D'accord. D'ailleurs, pour donner un petit feedback sur la dernier jeudi, j'ai trouvé énergétiquement, c'était très spécial. Je ne sais pas si c'était juste moi ou pour d'autres personnes aussi. La séance n'était pas trop longue, mais à la fin de la séance, souvent, j'écoute les séances dans plusieurs étapes. Comme j'écoute 1 heure ou 1 heure et demie, après je vais travailler physiquement, après je fais une autre session. Mais cette fois-ci, c'était une seule session. Mon corps ne voulait pas se lever. Et après la session, j'étais comme dans un état, comme si j'étais transporté dans un autre monde. Je ne sais pas si vous avez senti la même chose. Et je crois, demain matin, ça va donner le même sentiment. Demain matin, non, je disais demain matin, ce sera une sorte de workshop, alors une sorte d'atelier, non, peut-être en direct. Mais oui, c'est le Knowledge Seeker Workshop de jeudi. Oui, oui, mais quelque part, comme Carolina dit que ce sera particulier, je pense qu'on sera tous présents, tous et toutes présents au travers de nos âmes et que quelque part, on va certainement créer quelque chose de très beau. Mm-hmm. Oui. Bon, on verra demain. On verra oui. Au plaisir. Comment Caroline a déjà mentionné, l'unité universelle, elle est conçue comme la matrice de la maman. Et à ce moment-là, les patients qui vont utiliser l'unité, ils vont être comme les embryons ou les bébés dans le ventre de la maman. Et M. Kesh a déjà à beaucoup de reprises dit que cette relation entre maman et bébé, elle se passe sur le niveau de l'âme parce qu'il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de langue matérielle. Et la maman et le bébé communiquent d'une façon tellement étroite que la maman va, soi-disant, veut ou pas, ou automatiquement, ou même peut-être à son insu, donner qu'est-ce que l'enfant a besoin. Je me rappelle dans le contexte, les femmes enceintes souvent ont des rages de chocolat et 1 minute après une rage de concombre piqueux qui va pas très bien ensemble, mais l'enfant a besoin de ça. L'âme de la maman dit à son corps, tu as besoin de cette chose, de manger ça maintenant parce que ton bébé a besoin, sans tous les mots que je viens de dire. Et la matrice, elle a aussi un battement de cœur. Le battement de cœur a 2 composants importants, soi-disant. Un, c'est sur le point de vue énergétique, on va parler un peu plus tard. Le deuxième, le battement de cœur, c'est un aspect du vivant. Et notre battement de cœur change, on sait ça de nos expériences de tous les jours, avec ce que nous vivons à l'extérieur dans notre vie. Donc, si on a peur, notre corps bat très, très fort. Si on est en amour, notre cœur peut battre soit très fort ou soit très lentement. Ça dépend quel genre d'amour. Et M. Kesh a raconté qu'un monsieur, il est allé dans l'unité universelle et il a réussi à arrêter le battement du cœur. C'est-à-dire qu'il n'a pas comme arrêté la vie de l'unité universelle, c'est juste dans le monde plasmique, on sait que si, par exemple, la lumière du soleil,
Si je crée un champ magnétique gravitationnel qui est exactement comme le champ gravitationnel magnétique du Soleil, je ne vois plus de Soleil. Parce que la visibilité peut seulement se faire, ou l'audibilité ou tous les autres sens, s'il y a un décalage, donc un genre de friction, une non-égalité. Donc, quand ce monsieur-là a réussi à arrêter le battement de cœur de l'unité universelle, c'était, M. Keshe a expliqué, comme quand on tombe en amour, on dit les deux cœurs battent en unisson. Et on peut aussi dire, quand je suis en amour avec quelqu'un, on n'est qu'un cœur. J'aime beaucoup dans cette nouvelle technologie, l'aspect poétique est très important, aussi que l'aspect spirituel. Ça, c'est vraiment pour moi une épiphanie. Donc, selon les dernières informations, c'est pas 30 minutes, mais 3 sessions à 15 minutes. L'unité universelle de la santé ressent le besoin et notre condition. Donc, on n'a pas vraiment, pour utiliser cet être-là, on n'a pas besoin d'un médecin, un professionnel, parce que l'interaction se fait de toute façon sur le niveau de l'âme. Par conséquent, cette unité traite le corps pour des maladies physiques, le mental pour le centre émotionnel qui gère le volet psychosomatique de nos malaises ou maladies, et l'âme qui veut toujours, qui a juste un seul vœu, je veux que tu sois heureux et en santé. Donc, cette unité traite les trois composants de nos systèmes vivants, chacun de nous. Et ça veut dire, si nous rentrons dans une unité comme ça, c'est pas juste j'ai plus besoin d'un pacemaker après. C'est pas juste j'ai plus la grippe. Non, c'est je me sens différemment. Je suis pas la même personne quand je sors que quand je suis rentré dans l'unité. Donc, quand on fait des traitements avec ça, ça augmente la puissance de notre âme, ça nous rapproche à notre âme si on ne contrecarre ou contrecarre pas et si on ne résiste pas ça. Et ça nous donne un esprit beaucoup plus paisible et ça nous rend, comme M. Keshe l'appelle, a man of peace, un homme ou une femme de paix. Évidemment, comme toutes les technologies du plasma, ils sont complètement naturels. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait et conçu par ce qu'on appelle biomimicry, c'est-à-dire on copie la nature pour en faire une approche qui n'existe pas depuis très longtemps dans nos technologies ou nos sciences. On avait plutôt avant l'idée de non, que Dieu a créé le monde, ouais, mais moi je vais faire mieux maintenant. Et après 8000 ans, on a compris lentement, on n'a pas fait mieux, on n'a rien fait mieux, on a juste foutu le bordel un peu partout. Et c'est maintenant le temps qu'on se rend compte, non, c'est pas une bonne idée de faire indépendamment de la nature une technologie, mais c'est une idée beaucoup meilleure de créer une technologie qui copie la nature parce que la nature, c'est un laboratoire qui fonctionne et qui donne des résultats excellents depuis quelques milliards d'années. Allô?
Et finalement, M. Kesh a dévoilé que cette technologie de l'unité universelle de l'amélioration est avec lui depuis qu'il avait l'âge de 12 ans. Donc, ce n'est pas inventé hier, c'est juste que on voit encore encore le décalage entre M. Kesh qui nous dit tout le temps et nous qui comprenons toujours un petit aspect et un autre petit aspect. Et si nous sommes très chanceux, ça va arriver de plus en plus que les différents aspects se rejoignent et ça fait « Ah, wow, oui, c'est ça !» Et là, on a compris. Eureka! Pour l'aspect énergétique, comme on voit sur l'image, il n'y a pas de fil qui va dans une prise murale. Donc, cette unité-là, elle s'apprivoise de son énergie par elle-même. Et ça, c'est un rêve technologique depuis très longtemps, depuis on expérimente l'électricité, parce que ça veut dire que on pourrait avoir pour chaque machine électrique surtout, pourrait avoir sa source d'énergie particulière. C'est-à-dire, vous achetez un fun pour les cheveux, il n'a pas besoin d'être plugué parce que l'électricité ou l'énergie qu'il a besoin, il l'a déjà en lui. Dans la unité universelle, on ne voit pas de connexion, donc il n'y a pas de connexion à une source énergétique extérieure. Ça, c'est remplacé parce qu'on a mentionné avant par le battement du cœur qui représente un mouvement perpétuel. Ça finit par comme l'univers. L'univers ne dort pas. L'univers, les corps célestes bougent tout le temps et ils vont pas plus lentement la nuit. Et de toute façon, ils ne savent pas c'est quoi la nuit parce que la nuit, ça existe juste sur la Terre. Donc, c'est tout dans l'univers, c'est des mouvements perpétuels. Et nous, dans notre technologie avant, on cherchait toujours un bidule de mouvement perpétuel, mais on n'a pas trouvé juste avant maintenant. Donc, cette machine-là, l'unité universelle, elle est alimentée comme toutes les entités dans l'univers qui bougent. Vous avez déjà peut-être pensé combien d'énergie on aurait besoin pour garder le trajet de la Terre autour du Soleil, plus le trajet du système solaire à travers la galaxie, le trajet de la galaxie à travers l'univers et l'univers dans toutes les unicos, et garder la Lune toujours en distance de chez nous et pas que ça collapse sur la Terre ni dans le Soleil ou s'en va ailleurs. Tout ça, ça prendrait des énergies énormes. Mais la Terre n'a pas de moteur, pas de batterie. Ça fonctionne tout seul. Et c'est ça le but de la science du plasma, qu'on arrive à créer une technologie qui va tout seul. Quand ça va tout seul, il n'y a pas de pollution non plus. Parce que nous sommes les seuls qui polluent avec notre technologie, comme je ne sais pas, un comète qui passe à travers l'univers, il n'a pas une traînée de CO2 ou de greenhouse gas ou de dioxine ou de matériaux personne veut ou peut qui sont nocifs pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Et cet aspect technologique, il est censé être plus présenté dans le cadre d'une conférence qui va être sur l'énergie. Avant, c'était le Mexique. Maintenant, on va voir si ça va être Mexique en février ou une autre venue.
Mais cette technologie de mouvement perpétuel, on pense tout de suite à deux applications super importantes. Les cellulaires. Imagine votre cellulaire, vous n'avez pas besoin de le plugger comme Caroline, elle n'a pas besoin. Elle peut parler sans regard si son machine ne va plus faire bip bip, j'ai plus de jus. Donc, ça améliore beaucoup notre vie. Deuxièmement, les voitures électriques, bien sûr, parce que nous avons aussi une voiture électrique, une Nissan Leaf. On l'a achetée parce qu'on n'a pas tellement de sous usagée. Elle peut seulement se charger 220, donc je ne peux pas charger 400. Donc, j'ai des longs temps de charge. Si j'ai une autonomie de 120 km seulement en été, et après ça, ça me prend 4 heures minimum à 220 volts pour charger. Si je peux avoir une voiture qui a son centre énergétique à l'intérieur, je vais être aux anges parce que je peux même aller ici à Québec. Maintenant, je ne peux pas parce que ça me prendrait, avec ces 360 km, ça me prend 12 heures de charge plus 4 heures de voyage, ça fait 16 heures. Ça n'a pas de bon sens. Donc, j'attends avec impatience ce volet du spaceship. Mais entre nous, je m'intéresse beaucoup plus à comment je peux voyager avec l'âme. Et avec mon âme, je n'ai pas besoin de batterie et j'ai une autonomie infinie. Tout ça, j'aimerais plus voyager en Europe. Comme dimanche, je vais visiter ma maman en Allemagne et j'aimerais aller de ma cuisine ici, admettons, dans le salon de ma maman, tout droit. Et je suis convaincu que ça m'arrive. J'espère cette année, sinon l'année prochaine. Un autre avantage qu'on connaît déjà des margraphes, que ça produit... non. Ça produit, cet battement de cœur produit un courant alternant et un courant direct au même temps. Donc, on n'a plus besoin, toutes les voitures comme les Prius, les Leaf et tout ça, ils ont des alternateurs parce que les moteurs AC sont plus puissants que les moteurs DC. Avec cette nouvelle source d'énergie, ça rend les ondulateurs anodins, donc plus besoin. Comme j'ai déjà dit, cette technologie va se présenter dans une conférence particulière qui va traiter sur l'énergie. Et maintenant, un aspect vraiment génial. Tout est génial avec cette conférence-là finalement, mais l'aspect financier, quand je pense, c'est vraiment... personne ne fait ça. Hein? Quand je regarde tous les mouvements alternatifs, comme Kiva, comme tous les autres, Avast, tous ces gens-là, on crée sa propre plateforme, moi et ma plateforme. Après, on veut des donations pour opérer et on doit toujours faire un peu mauvaise conscience aux gens pour qu'ils donnent plus parce qu'autrement, on ne peut pas faire notre travail pour le bien du tout. La Fondation Keshe, elle se prend tout à fait différemment. Donc, par exemple, avec cet exemple de unité universelle, c'est une image générée par ordinateur, mais l'unité existe déjà. Et on peut acheter l'unité pour 550 000 €. Mais ce n'est pas un achat dans le pur sens du mot, c'est un contrat comme un leasing contract. C'est comme une location si on veut. C'est-à-dire, la Fondation Keshe
ne met pas de brevet sur l'invention, mais la partage avec beaucoup de gens. Comme M. Kesh a dit, vous pouvez acheter la même unité soit en Chine, soit par Kesh Foundation Global, soit par le Kesh Foundation Web Store ou autre source que je connais peut-être pas. Donc, elle est déjà diffusée et la Fondation Kesh se garde un plus ou moins 10% ou 15% quelque chose des revenus par unité vendue ou par traitement. Alors, admettons, cette unité est dans un hôpital et une série de traitements coûte $8,000. La Fondation Kesh peut avoir, admettons, $1,000 pour ça. Et là, il y a des milliers de personnes qui vont vouloir ce traitement-là. Et à ce moment-là, c'est une source de revenus pour la Fondation Kesh qui est exponentielle. Et cet argent peut après être utilisé pour créer des manufactures, des centres d'enseignement et toutes sortes d'autres choses pour répandre la science du plasma avec une vitesse qu'on n'a jamais connue avant. Donc, conventionnellement, nous, les alternatifs, admettons, nous avons toujours pris le chemin de combattre le système. Mais la Fondation Kesh nous montre, c'est pas très, très bright de faire ça, c'est beaucoup mieux d'utiliser le système pour nos fins. Nos fins, il y a juste un fin, c'est la paix. Donc, pour arriver à ce fin, on ne se bat pas, mais on utilise tout le système aussitôt qu'on peut pour arriver à plus de rapidité, à plus d'épanouissement de ce qu'on veut faire. D'ailleurs, cette technologie, elle est faite à l'intérieur d'une façon, même si on ouvre la boîte et on regarde comment elle est faite, on ne peut pas la copier. On ne peut pas la copier tout court. Et ça, c'est, merci M. Kesh, c'est un autre bon astuce, comment éviter monkey sees, monkey does. Parce que si je ne peux pas copier et je veux la faire, il faut que je la comprenne. Et ça, c'est génial. C'est aussi génial que cette nouvelle science du plasma, elle peut seulement être comprise si je inclus la spiritualité. Ce n'était pas avant comme ça. Toutes les technologies, même Tesla, je peux être spirituellement nul et je peux faire des bobines de Tesla qui fonctionnent. Mais je ne peux pas vraiment utiliser la technologie du plasma avec beaucoup de succès ou efficacité si je suis spirituellement nul. Ça ne marche pas. De toute façon, spirituellement nul, ce n'est pas un chemin pour se rapprocher de son âme. Maintenant, d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur ce volet-là de la conférence ou commentaires? Sinon, je continue, mais on peut aussi faire, vous m'interrompez comme Caroline quand ça vous tente. Comme ça, je n'ai pas besoin de poser des questions sans avoir une réponse. Donc, je vais maintenant faire une petite élaboration sur qu'est-ce que c'est la méditation. Mes sources pour ça, c'est le One Nation, One Planet, One Race for World Peace numéro 89, où Carolina a parlé de la méditation et je me réjouissais beaucoup d'entendre ça. Et l'autre ressource, c'est mon maître spirituel qui s'appelle Osho, de son livre 80 000 poèmes. J'ai traduit le titre, je ne sais pas si ce livre existe en français.
Donc, la méditation, c'est deux choses en même temps. C'est à la fois une technique et c'est à la fois un état d'être. L'état d'être, on peut l'atteindre si on utilise cette technique assez efficacement et conscientement. Donc, la méditation en soi, il y a aussi beaucoup de formes de méditation qu'il y a d'âme dans notre monde. Et surtout, toutes les religions, toutes les sectes, tous les mouvements spirituels, New Age ou autres, tous les gourous, tous les groupes de retraite, chacun a développé sa façon de méditer. Au fond, toutes ces méditations, vous pouvez regarder toutes ces méditations-là. On vit comme dans un supermarché spirituel. On a accès à toutes sortes de choses. Je vous suggère, si vous êtes novice, d'essayer des façons qui vous semblent très différentes pour trouver une qui vous chante ou qui vous fait un effet positif. C'est quoi l'effet positif? Au fond, la méditation est très simple. Elle consiste à l'observation de ses pensées. Alors, on apprend la méditation, c'est une technique pour être capable de manier notre mental. Si on ne le fait pas, c'est notre mental qui nous manie, qui nous laisse pas le temps de penser, qui ne laisse pas le temps pour l'âme qui peut s'épanouir et établir. C'est comme ça. Donc, nous avons cette technologie de méditation pour faire transiter le mental qui veut être maître de notre vie à être serviteur. Comme nous-mêmes, nous pensons, oh, je suis le maître de ma vie. Non, je ne suis pas ici pour être maître, je suis ici pour être serviteur. We are here to serve. Et ça, quand j'observe les pensées, je les observe sans jugement, sans identification. Je vous ai mis l'image d'un ciel avec des nuages. Quand vous observez vos pensées, les pensées, c'est comme des nuages qui passent devant le ciel bleu qui est immuablement bleu. L'observateur, quand vous méditez souvent, vous allez trouver que le bleu, l'arrière-plan, il devient comme plus substantiel, on pourrait dire, et les pensées qui passent les nuages sont plus anodines, moins importantes. Ça, c'est un effet de méditation. Donc, c'est important sans jugement, sans identification, parce que le moment où vous êtes identifié avec une pensée, vous y mettez votre énergie et vous n'êtes plus en méditation. Vous perdez l'énergie. Le mental, c'est la machine dans notre système la plus énergivore qui est. Il y a un autre maître spirituel qui s'appelle Gurdjieff. Il a dit que, en fait, si on veut perdre de l'énergie, même au point de perdre du poids physique, on travaille beaucoup mentalement. Parce que le mental prend beaucoup d'énergie. Si je médite dans l'exercice de méditation, tous les moments où j'arrive à observer les pensées, les émotions sont aussi des pensées qui passent devant mon œil intérieur et je arrive à ne pas identifier et pas à juger, ah c'est une bonne pensée, ah non, ça c'est une pensée assez moche. Pas comme ça. Juste, ça émerge, ça apparaît, ça disparaît. Juste
voir passer les nuages. Quand je fais ça, je perds aucune énergie. Pour ça, la méditation a un effet rejuvenant et renforçant. Et quand je fais cet exercice de méditation de plus en plus souvent, chaque fois dans la journée où j'y pense, je le fais. Quand je fais ça, l'observateur, cette instance qui observe les pensées, ça ne peut pas être le mental. Le mental ne peut pas se observer lui-même. Quand cette technique est établie de plus en plus, un effet qui se montre, c'est que les pensées deviennent de moins en moins fréquents et les espaces entre les pensées deviennent de plus en plus larges, jusqu'au moment où il y a comme un basculement qui peut être dramatique ou dur, ou dramatique ou non, ou subtil, où cette technique, tout à coup, elle est devenue partie de notre être. Là, la méditation est devenue un état d'âme. C'est le moment où notre petit mental a compris: je suis un très, très bon serviteur et je n'ai pas besoin de gérer la vie d'Aviram. Et là, à ce moment-là, le mental, l'âme de la physicalité, de la forme physique, peut donner le contrôle sur notre vie à notre âme, qui est beaucoup plus capable de gérer ça. Dernière capsule. Je relis tout le temps les livres d'Anastasia aussi. C'était une série de livres qui étaient écrits par Vladimir Maigret. Vous les trouvez sur Amazon. Et elle parle souvent de la vitesse de la pensée. Et j'ai trouvé ça assez intriguant. Surtout, je ne peux pas me retenir de le dire, là. Parce que dans le One Nation, One Planet de hier, Carolina a parlé, pas les mêmes mots, mais essentiellement de la même chose. Je ne vais pas dire plus parce que c'est le sujet de la présentation pour la semaine prochaine. Mais c'est vraiment, si vous êtes vraiment intéressé, allez sur Internet et écoutez l'émission. Elle est juste 3 heures, ça va très bien. Et je crois que ça commence après 3/4 d'heure, quelque chose, ou après la question l'intervention de Carolina auprès de Dean Butler, où elle dit Nothing is hidden from us. Rien n'est caché de nous. Et là, la question, mais comment se fait-il que les choses sont... je ne vois pas des choses. S'ils ne sont pas cachés, pourquoi je ne les vois pas non plus? Mais parce que c'est à faire avec ma perception. Je ne peux pas la percevoir parce que la vitesse de mes pensées n'est pas assez évoluée pour saisir ces subtilités-là. Si je dis, par exemple, la vitesse de pensée, ça peut être très physique, admettons, tant de paquets d'informations à la seconde. Si mon cerveau si ma vitesse de pensée est très bas, je fais comme dans une pensée logique qui est très encadrée. Dans une pensée logique, je ne fais pas beaucoup de paquets d'informations distincts à la seconde. Mais si je prends un exemple diamétral, comme l'intuition, c'est des foules et des milliers de paquets d'informations traitées au même temps.
Et là, on voit déjà l'intuition est beaucoup plus proche à l'âme, comme la logique est beaucoup plus proche à la matérialité. Donc, si je dis la matière, si je fais une échelle arbitraire entre 0 et 16 000, on pourrait dire que la vitesse de pensée dans notre monde de pouvoir politique, admettons, nos sociétés actuelles, ça va de 0 à 4 000 seulement. Là, il y a des dirigeants ou des exploitateurs plus calés que la foule. Ça veut dire ils ont à 3800 unités d'information à la seconde, tandis que la foule des gens, le peuple, arrive à, je ne sais pas, 1200, admettons. Donc, eux, ils ont toujours un avantage sur la foule. Mais si vous élevez vos enfants comme proposé par Carolina, d'une façon que vous savez déjà que votre enfant a beaucoup plus de capacité de faire des souhaits et de voir leur réalisation que nous. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes sceptiques. Le scepticisme, c'est quoi? C'est la logique. Le scepticisme est collé à quoi? À la vie matérielle. L'enfant, vie matérielle, décollée. Donc, l'enfant a la liberté de se épanouir dans les fréquences entre 6 000 et 16 000. Donc, un enfant qui n'est pas écrasé par le système d'éducation parentale ou écolier, il va avoir une pensée beaucoup plus rapide que le plus calé des politiciens. Et nous aussi, la vitesse de la pensée, ce n'est pas une chose qui est donnée par naissance, on ne peut pas développer, non. La plus grande vitesse de la pensée, c'est l'âme. Nous sommes l'âme au fond. Donc, nous atteignons tout le monde 16 000. Mais chaque fois que je m'identifie à une pensée, je m'identifie à un sentiment parce que quelqu'un dit « t'as pas fait ça comme il faut ». Oups. Là, je pense « oh my God, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et oups, l'énergie draine. Et la vitesse descend. Donc, dans le contexte, Anastasia, elle dit que il y a 8000 ans, quelque chose, le temps védique, elle appelle l'ère avant, où tous les êtres humains ont vécu dans un monde où ils étaient unis avec le Créateur. Donc, ils n'ont pas mangé, ils ont juste goûté à des berries et des choses comme ça, mais ils n'ont pas mangé parce qu'ils n'avaient pas faim. Et il n'y avait pas un qui dirigeait tout le monde non plus. Ça, c'est arrivé il y a 8000 ans, selon Anastasia, par les prêtres. Donc, un de ces 6 prêtres, il a dit, moi, je veux être le dirigeant des 5 autres et toutes les 6, ensemble, on va subjuguer toute l'humanité. Là, ils ont trouvé très rapidement que le pouvoir sur les autres, on peut l'avoir si on arrive à augmenter notre vitesse de pensée par rapport aux autres. Mais là, il y avait un glitch. Et le glitch, c'était si je veux penser plus vite que les autres pour avoir le contrôle sur les autres, je nie le principe universel selon l'univers et tout le monde fonctionne. Donc, je ne peux pas élever ma fréquence de pensée plus haut que 4000. Donc, les prêtres étaient dans cette bredouille-là. Et la logique très simple, si je ne peux pas augmenter ma vitesse,
La seule façon pour gagner ou garder le pouvoir, c'est je dois descendre la vitesse de tout le monde. Et c'est ça ce qui est arrivé avec la matrix dans laquelle nous vivons. Alors, si tu ne peux pas t'élever toi-même, tu dois rendre les autres plus petits et surtout leur vitesse. Là, j'ai mis tout un amalgame d'images qui montrent toutes, sauf une image, toujours la même chose. Tu as un bébé, ça commence comme ça. Et c'est un exemple très parlant pour moi. Tu as un petit bébé qui est entouré par des jouets fabriqués dans des usines. Ces jouets sont des représentations de la pensée humaine conventionnelle pour profit seulement. Même une bonne partie de ces trucs en plastique sont même nocifs parce que ça contient PPB et autres bloqueurs endocriniens. Donc ça, c'est un enfant entouré par des pensées conventionnelles profit qui s'en foutent de tout, sauf l'argent. À côté, vous voyez un enfant qui joue avec un guépard. Ça, c'est pas seulement un chat, c'est un genre de chat, oui, mais c'est un chat sauvage. C'est-à-dire, c'est non domestiqué. Ça veut dire que c'est un animal, tous les animaux, aussi les chiens, les souris, les oiseaux et les chats qui sont des toutous, ces animaux-là sont des représentations de la pensée divine parce qu'ils sont complètement naturels. Ils ne sont pas issus d'une production humaine conventionnelle. Alors, vous voyez, en interaction avec le guépard ou un chien ou un chat, l'être humain, l'enfant, a accès à une vitesse incomparable de pensée qu'avec des jouets en plastique. Par la suite, les écoles, les garderies, les écoles, les écoles secondaires, les universités et autres établissements d'instruction sont toutes faits de même. Il y a toujours une personne qui te dit quoi penser à quel moment et comment. Ça peut être dans l'école, université, même chose dans le militaire, même chose quand vous êtes employé après, et même chose dans l'Église. Il y a toujours une personne qui sait mieux que vous, et vous, si vous voulez être au paradis ou successful ou garder votre poste, vous obéissez. Quand vous obéissez et vous ne poursuivez pas vos propres pensées, votre vitesse de pensée descend en bas de 2000. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui arrive, c'est ça. Ça, c'est le plus horrible parce que c'est la distraction. Vous regardez une fois les nouvelles dans la télévision ce soir, admettons, avec un critère. Vous voulez voir une vraie nouvelle, un truc qui n'était vraiment jamais là avant. Ça, c'est le critère pour arrêter les nouvelles pour toujours ou pas. Je l'ai fait il y a 35 ans. J'ai regardé avec cet critère, mon critère et moi devant la télé à 8 heures le soir. J'étais en Allemagne, c'était Tagesschau, c'était les nouvelles. Et j'ai été très attentif pour discerner est-ce que c'est vraiment nouveau au point que je comprends presque pas ce qu'il dit parce que c'est tellement nouveau. Rien, absolument rien. Les têtes changent comme dans le show business. Les voix changent, les corps changent, mais la structure, la business reste pareille. Donc, toutes ces choses-là s'accaparent de nos pensées. Si on s'y identifie, par peur, par plaisir, par whatever, on perd son énergie. Et donc, la façon d'échapper à cette trappe,
c'est de vivre selon le principe universel parce que ça, c'est l'agence par laquelle nous pouvons facilement accélérer nos vitesses de pensée. C'est beaucoup enseigné par les bouddhistes. Ils disent pas principe universel, ils disent compassion. Quand vous cultivez un mental de compassion, vous allez avoir un mental qui est supra-efficace. Et ça veut dire rien d'autre que votre vitesse de pensée va se rendre au-delà de 10 000 vers les 16 000. Autre chose, dans le même contexte, avec vos enfants, c'est une bonne idée de ne jamais interrompre la pensée d'un enfant. Si l'enfant essaye de figurer, n'arrivez pas avec votre solution. Laissez figurer l'enfant. Parce que si l'enfant accepte votre truc qui est poussé dans votre jardin, qui ne va pas pousser dans son jardin, ça va être lazy, ça va être paresseux, pas envie, parce que ce n'est pas mon jardin. Vous voyez? Et aussi, évidemment, quand vous êtes en train de figurer quelque chose, penser à quelque chose qui est important pour vous, quelqu'un d'autre veut quelque chose de vous, faites signe, stop, et dites un moment s'il vous plaît, je suis en train de penser. Et là, vous pensez, finissez votre pensée avant de répondre à la personne. Surtout, aussi, si ces impulsions de se accaparer de votre attention viennent de l'extérieur, comme les publicités ou whatever, vous est très bien de délibérément ne pas écouter cette direction qui est d'ailleurs unilatérale, mais de rester avec vous. Même si vous arrive quelque chose, admettons une lettre de votre ministère de Finances et vous savez quelle mauvaise nouvelle il y a dans la lettre, laissez la lettre sans être ouverte sur la table et observez vos pensées jusque vous retrouvez votre centre. Et quand vous avez trouvé votre centre, vous ouvrez la lettre. Quand vous ouvrez la lettre et vous êtes encore une fois choqué, posez la lettre, observez les pensées et les sentiments et les émotions jusque vous trouvez votre calme. Parce que votre paix intérieure, c'est la chose la plus importante. L'extérieur mondain ne peut jamais avoir une importance semblable à votre intérieur. Alors, notre libération est dans l'accélération des pensées parce qu'à ce moment-là, on se rend compte de toutes les magouilles tout seul, toujours. Anastasia arrive à une solution que j'ai déjà, il y a, je crois, 2 fois proposée, c'est elle aussi propage les oasis. Elle connaît évidemment pas la science du plasma, donc elle ne parle pas dans ces mots-là, mais elle dit, une oasis très brièvement expliquée, c'est chaque famille devrait avoir un terrain de 1 hectare, 2 acres, qui appartient à cette famille à pérennité pour toujours. Tout ce qui est produit sur la terre est non taxable, la terre elle-même est non taxable et non imposable. Donc, c'est un havre de paix et de communication avec le Créateur. Et toutes les oasis que, par exemple, Ursula fait à Jonquière, Aviram fait à Prévost, Carrie fait au Mexique et plein d'autres personnes le font où ils sont.
c'est un moyen très efficace d'accélérer votre pensée. Vous connaissez tout ça. Parce que, admettons, vous êtes troublé. Qu'est-ce que vous, à part de se saouler et de se saouler ou prendre des drogues, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui fonctionne toujours? Se promener dans la forêt. Pourquoi? Parce que la forêt, c'est plein de guépards. La forêt est pleine d'êtres qui sont des représentations de la pensée divine qui est très vite. Donc, ça vous élève, ça vous accélère, ça vous ravigoure. Et là, vous pensez après, vous pouvez penser encore plus clairement. Et l'effet de ça, quand vous pouvez penser clairement, ça veut dire vous avez un contact avec votre âme et ça veut dire vous êtes en paix. Et ça veut dire, d'ailleurs, vous êtes inatteignable pour l'extérieur. Et c'est ça le but de l'exercice. So, dernière fois, passez-vous une question ou un commentaire. Alors, s'il n'y a pas de questions, je voulais dire juste pour une information technique, parce qu'il y a eu la dernière fois des personnes qui n'ont pas pu se connecter. Donc, n'oubliez pas de faire la mise à jour de Zoom. Voilà. Pour qu'il y ait de problèmes de ce côté-là. Okay. Merci. Très bien. Alors, mes amoureux, spasiba, gracias, arigato, thank you, shukran, merci, dankeschön, obrigado. On se revoit demain matin. Oui, merci, demain matin. Pas de souci. Allez, à demain. Demain. Bonne soirée. Et Bonne soirée. Merci Aviram. Au revoir. Mon plaisir. Tu peux. Pas encore. Bonsoir tout le monde. Donc, merci Aviram. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Salut Balis, bonne nuit, à demain.